Étrange comme la venue d'un joueur sur un poste clé peut changer la face d'une équipe. Qui l'aurait cru? Les Knicks, qui manquaient d'un meneur depuis des années, se retrouvent avec Jalen Brunson, année 1 finalement, après l'arrivée de Jalen Brunson aujourd'hui dans ses previews. Enfin un meneur digne de ce nom à NYC. Résultat, 47 wins, un tour de playoff gagné. Un bilan plutôt positif, messieurs. Je ne sais pas si vous me rejoignez dans ce bilan. Et est-ce qu'il y a potentiellement d'autres choses pour lesquelles se réjouir du côté new-yorkais, en plus de la venue de Jalen Brunson, qui fait un bien fou autant à la création, mais aussi sur le scoring. Jalen Brunson est un meneur plutôt scoreur, mais qui a offert quand même une palette assez large à ces Knicks-là et qui s'en sont retrouvés grandis. D'autres satisfactions? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan-là? On va commencer par toi, FD, puisque, on le rappelle, FD est à l'écrit sur cette preview. Bah non, je te rejoins sur la satisfaction globale sur la saison. Les playoffs, enfin voilà, passer un tour de playoffs, c'est quand même, voilà. Ça faisait longtemps que ça s'était pas produit du côté de New York, donc on le prend avec une grande satisfaction. En plus de Brunson, qui est effectivement la satisfaction évidente, je voulais quand même mettre en valeur l'arrivée de Josh Hart, qui, dans son rôle de soldat sur le poste 3, qui parfois a dépanné sur le poste 4, a vraiment été intéressant. Il a apporté plein de choses qui manquaient à une attaque un peu stagnante, on va en parler plus tard dans la preview. Il apporte à la fois des garanties, bon, dans la moyenne de la ligue, on va dire, sur catch and shoot en tir à 3 points, mais surtout, voilà, tout ce qui était rebond défensif, jeu rapide, un petit peu mouvement hors ballon, un petit peu de coupe, pour dynamiser un petit peu une attaque qui parfois avait tendance à stagner. Voilà, Josh Hart, c'est une bonne satisfaction et c'est pour ça qu'il a été motivé cette année à long terme. Et puis avec lui, son coéquipier sur les ailes, Quentin Grimes, qui continue de monter en puissance et qui aura l'année prochaine potentiellement un gros step-up à faire. Quentin Grimes, bien sûr, vous l'aurez reconnu, un favori du Basket Lab. S'il en est, il y en a beaucoup aussi, il faut le dire. J'en profite d'avoir changé un petit peu d'écran pour vous montrer cette preview, bien sûr, toujours disponible sur QIBasket.net. On vous enjoint à aller la lire si vous voulez un petit peu plus de détails, comme d'habitude, mais on va y revenir. Est-ce que, Ben, de ton côté, tu avais d'autres satisfactions peut-être sur cette saison quand il s'agit des Knicks? Ouais, bah, comme l'a dit FD, il y a eu pas mal de points positifs, dont Josh Hart, dont Grimes. Puis le poste de pivot, de mon côté, je trouvais ça plutôt intéressant, que ce soit Robinson ou Hartenstein, putain, c'est dur à dire ça, en, comment dire, en backup. Parce que moi, j'étais pas l'homme le plus chaud sur Mitchell Robinson. Voilà, il y avait pas mal de. Alors, il a comment dire, un physique très fait, enfin, il est fait pour le basket. C'est grand, c'est long, ça saute haut. Mais il y avait quelques erreurs on va dire, du QI basket qui manquaient un peu et qui faisaient qu'il se retrouvait dans des situations parfois compliquées sur le terrain. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est vraiment que cette année, que l'été dernier, ou si c'est vraiment au fur et à mesure, mais en tout cas, j'ai vu cette année une vraie progression défensive. Voilà, il est de plus en plus solide, il fait de moins en moins de fautes, il prend de plus en plus le temps de voir la situation avant d'aller bêtement au contre. Et offensivement, alors certes, il ne peut pas poser un dribble, il peut pas faire un shoot à plus de, enfin, autre chose qu'un dunk, mais bah, comme j'ai dit, il a de très grands bras, il est physique et il a un QI basket intéressant pour le rebond offensif. Ce qui est très important quand tu joues au Knicks, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont pas très efficaces, donc tu es bien content d'avoir plusieurs possessions supplémentaires. Et bon, la série contre les Cavs était le summum de ça, parce qu'il y a des moments, on se demandait si Allen et Mobley étaient sur le terrain, tellement ils dominaient, quoi. Oui, et d'ailleurs, si vous n'entendez pas parler aussi d'Emmanuel Quickley, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, et c'est pour ça que on le laisse de côté pour l'instant, même s'il a pu être en partie, je dirais seulement, une bonne réussite de la saison. Avant de continuer, je vais faire un petit peu, et je vais changer d'écran, le point
sur les arrivées sur le roadster, une fois n'est pas coutume. On fait ça à chaque preview pour vous donner un petit peu d'un tour d'horizon pour ceux qui ne suivraient pas la franchise d'aussi près que nos deux rédacteurs et fans actuellement présents. Arrivée donc de Dante DiVincenzo, on en reparlera, de Dwayne Washington Jr., de Jacob Toppin, départ d'Obi Toppin, de Derrick Rose et de Trevor Keels. Le roster donc sur cette année 2023-2024 à attendre pour l'instant au poste de meneur: Jalen Brunson, Miles Bride, Ryan Archidiakono, j'espère l'avoir bien prononcé, excusez-moi par avance si ce n'était pas le cas, Quentin Grimes, Emmanuel Quickley, Dante DiVincenzo, au poste d'ailier RJ Barrett, bien sûr, Josh Hart, Evan Fournier, Dylan Windler, Elie Ford, Julius Randle, Jericho Sims et Isaiah Roby. Au poste de pivot, Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein. Ben en parlait à l'instant. Très bien. On va pouvoir passer à la suite du coup au corps de la preview. Par rapport à ces arrivées, ce point sur le roster, ces arrivées, il y a quelques petites choses à dire, même s'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de départs, pas beaucoup d'arrivées. Mais malgré tout, ça dénote peut-être une philosophie un petit peu plus sur le moyen terme pour les Knicks, et certains mouvements, notamment le départ d'Obi Toppin, annoncent des choses intéressantes pour les finances, et en vue d'autres mouvements peut-être qui feront date, mais dans un futur plus proche. Ouais, bah, c'est vrai que ça a été un été plutôt calme, à New York. On n'a pas trop, l'habitude de ça, c'est vrai qu'il y a de nombreuses rumeurs qui circulent tout le temps. Là, ça a pas trop été le cas. Bon, il y a quand même, toujours, les habituels Photoshop qui sortent quand il y a une star qui annonce, qui tape un tout petit peu du poing sur la table. On l'a vu notamment avec Giannis, mais ça a été très, très soft comparé à certaines années. Comme le dit FD dans la preview, les seuls mouvements qu'on a pu voir à New York, bah, c'est notamment la prolongation de Hart qui a fait, le taf de façon très, très, très bonne, sur les quelques mois qu'il a passé à New York. Donc il a été logiquement prolongé cet été. Il y a la signature de DiVincenzo, pardon, qui rejoint donc, comme on l'a dit, ses collègues de NCAA, pour apporter un peu plus de profondeur, sur les postes 2-3. Hem, donc voilà, un peu de shooting, du mouvement sans ballon, de la défense, voilà un peu, on va dire, le profil, Josh Hart, mais sur une autre personne, un autre Le joueur. profil Evan Fournier pour ceux qui seront moins hauts sur le... Et oui, et le départ d'Obi Toppin, qui avait été drafté très haut, mais qui juste subissait la concurrence, de Julius Randle. Moi, je le trouvais très intéressant, j'aimais bien, mais bon, c'est vrai que maintenant, alors je me rappelle plus exactement, mais ça faisait 3 ou 4 ans, qu'il prenait juste les miettes de Randle. C'était dur de lui offrir autre chose que ça, donc voilà, on s'en est débarrassé pour faire un peu de place dans le salary cap. On parlait d'une saison assez satisfaisante tout à l'heure en bilan résumé un petit peu rapide. Une saison notamment satisfaisante dans un profil, une identité de jeu un petit peu atypique, portée sur l'offense, encore plus atypique quand on connaît bien sûr Thibodeau, et dans un style offensif aussi qui est un petit peu en trompe-l'œil. On pourrait pas croire comme ça au vu notamment de certaines stats, notamment sur l'efficacité au shoot, etc. Mais si, les Knicks sont très bons à l'offensive rating cette année. FD, tu nous expliquais un petit peu dans la preview pourquoi. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal quand on voit une équipe qui est 29e au nombre de passes décisives, qui n'est pourtant pas si à droite à 3 points, qui est 20e au pourcentage à 3 points, qui ne génère pas énormément de tirs près du cercle, hein, à peu près dans la moyenne NBA. On se demande comment ils font pour avoir la 3e ou la 4e meilleure attaque de la ligue, ça dépend de l'instrument qu'on décide pour mesurer. Grossièrement, si on voulait résumer, hein, c'est que les Knicks ont une attaque qui est basée sur la quantité de tirs plutôt que sur la qualité de tirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jeu qui est très enclin à l'isolation. C'est la 3e équipe qui utilise le plus l'isolation. Donc évidemment, ça passe par Jalen Brunson, ça passe par Julius Randle.
Mais ce style, voilà, très enclin à l'isolation, ça leur permet à la fois de perdre très, très peu de ballons. C'est la 5e fréquence, enfin, c'est la 5e équipe qui perd le moins de ballons dans la ligue. Ils vont provoquer des lancers francs qui sont les meilleurs tirs, à part peut-être un 3 points ouvert dans le corner, qui sont les meilleurs tirs qu'on peut générer. C'est l'équipe, la 8e équipe qui tente le plus de lancers francs. Et surtout, malgré des tirs qui sont pas forcément de très bonne qualité, bah, ils en ont beaucoup puisqu'ils vont chercher énormément de rebonds offensifs. Ben en parlait avant avec Mitchell Robinson. C'était la 2e meilleure équipe au rebond offensif l'année dernière. Ce qui fait que voilà, même s'ils ne prennent pas forcément les meilleurs tirs, puisqu'ils les multiplient, mathématiquement, ça fait que l'année dernière, ils avaient une plutôt bonne attaque, la 4e meilleure attaque de la ligue. Maintenant, on a quand même vu les limites de cette attaque à mesure que l'échantillon tombait un petit peu. C'était le cas en play-off. Le manque d'adresse à 3 points a vraiment pesé sur cette équipe. 29,2% sur les 2 séries de play-off. À partir de là, compliqué d'aller plus loin et de battre Miami, même si Ben ne voulait pas parler de Miami ce soir. Voilà, j'étais obligé de le mentionner. Donc voilà, c'est plutôt c'est atypique. Il faudra qu'on reparle du plafond que te donne cette stratégie offensive, pardon. Même si on a vu cette année que voilà, ça te permettait quand même de faire une bonne saison régulière et de gagner une série de playoffs. Il faudra qu'on réfléchisse vraiment au potentiel ultime de ce genre d'attaque. Justement, tu parlais un petit peu de l'aspect plafond de ce style de jeu. Je pense à Memphis notamment aussi, qui est un peu dans le même style, avec moins les lancers francs, plus de la défense agressive, mais malgré tout, qu'il joue le jeu de possession depuis quelques années. Guillaume mentionnait dans le chat Harden et Embiid aux Sixers, mais je pense en partie à des fins de trolling, bien sûr. Mais non, plus sérieusement, tu parlais des limitations de ça, tu parlais du fait qu'en play-off, il y avait une baisse d'adresse à 3 points, alors qui certes, effectivement, rend difficile le fait de pouvoir sanctionner les décalages créés par Brunson et Julius Randle en porteur de balle principal. Il y a aussi le fait que du coup, il y a beaucoup plus de dépendance sur ces deux joueurs, sur le shot-making notamment. Ben, est-ce que tu vois d'autres limitations qu'il y a eu en play-off, notamment au second tour face à Miami? En fait, c'est assez simple, mais c'est pas le plus simple à résoudre. C'est comme vous l'avez bien dit, c'est juste cette histoire de création offensive qui, en fait, les shoots pris sont en dehors des lancers francs, bien sûr, sont assez compliqués. Et donc, quand tu commences à tomber contre des équipes qui peuvent s'adapter, qui ont le matériel pour te rendre la vie difficile, quand tu arrives dans les moments chauds où les lancers, enfin, où les fautes ne sont plus autant sifflées, quand tu arrives à avoir des joueurs comme Bam Adebayo, tiens, c'est pas mal, mais Bam Adebayo qui peut contrer la puissance au rebond offensif. Bah, tu te retrouves avec beaucoup d'isolation très très moche. Et comme l'a dit FD, en plus, quand ça rentre pas à 3 points, quand tu arrives à faire un décalage, bah là, la situation est d'autant plus compliquée. Et on va revenir après dessus, mais c'est vrai que l'été n'a pas changé grand-chose à l'effectif, et donc je pense n'a pas changé grand-chose au plafond de cette équipe, quoi. Tu parlais de Randle en isolation. On a beaucoup ce débat et ces moqueries autour du joueur. Je sais que c'est un joueur assez polarisant, il a ses défendeurs. Nous, j'ai plutôt tendance à être du côté des détracteurs, pour être tout à fait honnête avec notre public, que ce soit dans le chat mais aussi sur YouTube. C'est vrai que, comme tu le dis, une fois qu'il y a moins de lancers francs, etc., des isolations, des tirs pas forcément bons, de la prise de décision moyenne, il a annoncé en grande pompe au Media Day, encore une fois, on salue le Media Day et sa communication magnifique, magique, à chaque fois qu'il voyait le jeu différemment depuis cet été. Il me semble qu'il a, pour le paraphraser, je ne suis plus sûr, mais on a higher level. Et du coup, peut-être que, tu le citais dans ta preview FD, est-ce qu'on pourrait pas avoir potentiellement, pour résoudre ce problème, un jeu un peu plus en mouvement autour des hubs offensifs que pourrait être Julius Randle à l'intérieur, et aussi, pourquoi pas, Isaiah Hartenstein? C'est une des solutions que tu évoques. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est
vraiment possible ou non. Il y a assez parlé de moi dans le chat qui nous disait que Julius Randle était aussi l'ombre de lui-même sur ses playoffs et qu'on peut peut-être espérer une meilleure version de lui dans le jeu. Ouais, alors trois éléments de réponse. Le premier, c'est bon, en playoff, il faut pas oublier que Julius Randle jouait sur une cheville. Il s'est blessé au cours du premier tour. Il est revenu face à Miami après avoir manqué le premier ou le deuxième match. Bref, il n'était pas au top physique. Bon, ça n'excuse pas tout, mais il faut aussi avoir ça en tête. Le deuxième élément, il faut quand même. Je pense que Julius Randle de la saison dernière n'est plus le Julius Randle de la saison 2021-2022 qui avait été absolument abyssal en termes d'efficacité, en termes d'utilisation, qui avait été même en termes de collectif, en termes de vie de groupe un petit peu toxique. Et c'est pour ça que vous regardez la preview de la saison dernière, on part du principe, mais enfin, on demande mais comment est-ce qu'on va rejouer le Randle en fait, parce qu'on était vraiment arrivé à un point de non-retour. L'arrivée de Jalen Brunson lui a vraiment fait du bien. Il a un petit peu changé son utilisation offensive, pardon. Il a moins tiré à mi-distance. Il est passé de 6,8 à 5,4 tentatives par 75 possessions. Et il a augmenté son volume à 3 points. Et mécaniquement, même si c'est pas un excellent tireur à 3 points, il augmente son efficacité en faisant ça en fait. Il a pris 3 tirs à 3 points de plus par 75 possessions que la saison dernière. Donc on voit qu'il est capable quand même d'évoluer offensivement. C'est pour ça que je me suis permis dans la preview d'avoir cette vision un petit peu utopique, d'avoir Julius Randle en hub offensif, c'est-à-dire voilà, comme joueur à qui on donne la balle au poste haut et à qui on donne des responsabilités de création pour les autres, on demande aux joueurs, aux extérieurs de tourner autour de lui, de poser des écrans et de profiter de à la fois sa gravité en isolation, mais aussi sa vision de jeu qui est pas si mal que ça pour trouver des tireurs extérieurs ou bien des joueurs qui vont couper dans la raquette. C'est pour moi l'axe de progression principal de cette équipe d'Enix offensivement, c'est apporter davantage de mouvements hors ballon. C'est pour ça que j'aime bien l'arrivée de Dante DiVincenzo qui a joué dans des attaques en mouvement, par exemple aux Warriors, et qui s'y est bien plu. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment il va être intégré. Et puis pour sortir un petit peu de ce hub offensif qui honnêtement demandera à Thibodeau beaucoup d'ajustements, il y a une autre possibilité, c'est juste jouer un petit peu plus de pick and roll. Mitchell Robinson a vraiment brillé l'année dernière sur pick and roll. Vous pouvez aller regarder son profil dans le syllabe, le syllabe avec Guillaume et Ben. Ils en ont parlé, donc voilà, Mitchell Robinson, si on pouvait lui donner un petit peu plus de pick and roll, ce serait aussi un moyen de générer un petit peu plus de mouvement en attaque et de sortir un petit peu de l'isolation Randle Brunson qui finalement est de mieux en mieux défendu. Je reste circonspect sur la capacité à jouer plus vite sur demi-terrain avec un Randle qui doit poser un dribble avant d'allumer un neurone, nous dit assez parlé de moi qui rappelait, quand tu parlais de la blessure de Randle en playoff, l'attentat Adebayesque, je cite, disons-le, le hit en prison, le supporter du hit qu'on entend beaucoup moins dans ce genre de situation alors qu'ils sont d'habitude si vocaux. Je crois que je mets un tacle à chaque live aux fans du hit. Depuis la situation avec Lillard, je suis assez fier de moi, mais ce n'est que de l'amour, encore une fois, bien évidemment. FD qui avoue en live qu'il n'a écouté aucun épisode de la syllabe. Voilà, il faudra que tu te défendes de ça lors de ton passage s'il n'est déjà pas enregistré. Bah si, puisque vous avez parlé de Mitchell Robinson. Donc, et voilà. Voilà, ça j'ai écouté. Donc c'est la preuve. Bien joué, tu retombes très bien sur tes pattes. Il y a une autre, on en parlait tout à l'heure sans en parler, on l'a juste cité. Il y a une autre bonne surprise et peut-être un potentiel qui n'a pas pu être trop exploité en playoff parce qu'il est un peu passé à côté de ses playoffs, mine de rien. C'est Emmanuel Quickley qui a fait une très bonne saison au préalable et dans la preview, tu parles de potentielle explosion cette saison FD. Ben, je sais pas si tu veux reprendre la main sur Emmanuel Quickley ou si tu veux laisser FD développer sa partie, mais sinon, je t'en prie. Oui, c'est vrai que Quickley sort d'une très belle saison et semble avoir, encore enfin, il peut encore progresser, quoi. Il en a encore sous la pédale, parce qu'en fait, il apporte des choses qui manquent
à New York, que ce soit rien que du shoot. Déjà, ça peut être plutôt pas mal. Et puis, on a vu qu'il pouvait être un vrai porteur de balle, intéressant. Alors, il y a encore des choses à améliorer, il est encore jeune. On a vu notamment sur ces quelques passages en play-off, alors, j'ai pas vu si enfin, j'ai pas cherché, j'ai pas vu s'il y avait eu des explications sur le fait qu'il était vraiment en deçà. Est-ce qu'il était un peu blessé ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que lors de la saison régulière, on a vu qu'il pouvait, par séquence, tenir une attaque, voilà, qu'il savait le faire. Et donc, c'est encore, enfin, il peut encore progresser, quoi. Il est très jeune et c'est vrai qu'il aura un rôle tout aussi important que l'année passée, cette année, dans son rôle de 6e homme. Parce que c'est vrai que, les Knicks ont quand même un banc plutôt solide. Si le 5 majeur, prend souvent comment dire? Des vagues, des 5 majeurs adverses, le banc, lui, arrive, enfin, en tout cas l'année passée, arrivait souvent à relever le niveau, pardon, entre Quickley avec Hartenstein, au poste de pivot, ça dépendait des matchs, mais il y a pendant un moment, Hart sortait du banc. Cette année, il y aura DiVincenzo de plus. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire et Quickley a montré qu'il pouvait être ce meneur feu follet, backup, 6e homme quoi, qui tient dans une bonne équipe, de la conférence Est. Tu l'as bien évoqué et je trouve que c'était une des forces de la saison passée et qui est peut-être une des storylines même de la saison passée du côté des Knicks par rapport à justement leur réussite, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de bons joueurs assez intelligents, un peu trendy connecteurs, hein, avec voilà, les Josh Hart, les Quentin Grimes en tête de gondole, mais avec d'autres. Tu parlais aussi d'Hartenstein aussi, moi j'étais assez haut sur lui depuis assez longtemps. Il avait été en dents de scie lors de son passage à Denver, un peu meilleur aux Clippers, etc. Et là, il confirme plutôt le bien qu'on peut dire de lui. Et tu fais bien de souligner tout ça. Jedi Padawan qui dit l'axe de progression pour moi, c'est de faire jouer les bons joueurs intelligents à la place des bulots trop payés. Vous prendrez ce que vous voudrez pour le qualificatif de bulot trop payé. Vous mettrez les joueurs que vous voudrez derrière ça. Mais c'est vrai que j'ai perdu mon fil. On dit aussi, voilà, c'était ça, je voulais citer le chat. Assez parlez-moi. Quickley, le vrai Six Man of the Year. Jedi Padawan qui dit Quickley. Ah non, ça c'était une vanne que je ne vais pas répéter ici, bien sûr, pour vos oreilles chastes. Pas comme le mec qui a tellement bien joué en VR que sa franchise voulait s'en débarrasser depuis 6 mois. Ça c'est pour le tacle pour les Celtics, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pouvait ajouter du côté des Knicks? Peut-être qu'on dépeint un tableau un peu trop beau, peut-être que ça fait trop longtemps que vous avez été aussi optimiste. Alors je me dois forcément mentionner le nom de RJ Barrett, assez parlé de moi, qui a vu l'entourloupe venir, hein, avec la déception en majuscule Barrett. On arrive peut-être à un moment où les illusions se finissent par se tarir, où on a peut-être moins d'espoir pour RJ Barrett, sauf FD qui dans la preview parle peut-être d'un RJ Barrett intéressant dans un autre rôle, peut-être, que son salaire n'affiche pas tout de suite, hein, mais donc qu'est-ce qu'il y a à dire peut-être FD, je te donne la parole, tu as le droit de te défendre face à cette pique de ma part. Oh, que c'est dur comme setup pour une question. Non, RJ Barrett, bon, ceux qui me connaissent un peu savent que voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai toujours eu envie d'y croire. J'ai écrit des articles pour m'auto-persuader. Mais voilà, à un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence. C'est peut-être pas la même évidence pour tout le monde, mais pour moi, on l'a vu sur un échantillon, très réduit certes en play-off. C'est aussi un échantillon qu'on a vu dans d'autres contextes. Par exemple la coupe du monde, ou même un petit peu avant si on revient à ses toutes premières années. RJ Barrett n'est pas un tireur extérieur. C'est pas un créateur de tirs, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire la différence pour se créer des tirs extérieurs. Voilà, il faut je pense qu'il le sait intimement, mais pour l'instant ça se voit pas encore dans ses choix offensifs. Dans l'effectif actuel, donc avec des créateurs comme Brunson, comme Randle, quoi qu'on pense de Randle, mais en tout cas, il est utilisé aujourd'hui comme un créateur.
on n'a pas besoin d'avoir RJ Barrett dans un rôle de playmaker. Voilà. Ou en tout cas de créateur pour lui-même. On l'a vu, bah, justement avoir cet, élan de modestie en playoff où il était devenu en fait un slasher où voilà, il attrapait le ballon, il posait un dribble et il allait percuter, il allait mettre des enfin, il allait dans la raquette, quoi. Il allait dans la raquette, il fixait des défenses et c'est là que sa taille, lui permettait d'avoir des bons angles de passe et de faire des passes simples. Voilà, c'est pas un manipulateur de défense, mais il lui permettait de créer des décalages qui ensuite, donnaient des tirs ouverts à 3 points. Si il adopte ce mode un petit peu de slasher offensif, peut-être qu'on peut avoir en lui un joueur positif offensivement puisque, À voilà, ça fait, condition, à, 3 ans qu'il à en condition 3-4 qu'il ans. soit sur le. Excuse-moi, FD, je te coûte. À condition quand même qu'il Non, bien soit sûr. sur sa main gauche, quoi. Ah bien sûr, non ça on reste là-dessus, mais de toute manière, son profil physique fait que, même sans des qualités de dribble, en fait, il peut quand même s'ouvrir sa main gauche. Voilà, il peut s'ouvrir sa main gauche, parce qu'il est capable de jouer un petit peu avec son coude, de jouer un peu avec son épaule, pour s'ouvrir cette main gauche. Parce que c'est vrai que quand il va à droite, tout devient trop compliqué pour lui. Il est obligé de se faire un spin move pour se remettre sur sa gauche, il perd des balles, bref. Hem, mais voilà, je voulais juste finir là-dessus, c'est que RJ Barrett, pour l'instant, n'est pas un finisseur au cercle. Donc on reste vraiment sur, à la limite, un profil qui est horrible pour lui, mais c'est un profil à la Josh Giddey, en fait. C'est quelqu'un qui fixe, qui fait les passes, mais il a pas du tout le génie à la passe de Josh Giddey, quoi. Donc Oui, c'est ça le truc. donc C'est voilà, sur la passe, c'est quand même assez limité. Après, tu le dis, oui, peut-être en slasher pur vers le panier, ça reste quand même une menace. Et puis après, il y a l'aspect défensif, malgré tout, qui peut être intéressant si il se sort un peu les doigts, contrairement à la saison passée. J'ai vu qu'il y avait de grosses critiques sur RJ Barrett du côté des supporters d'Enix. Alors après, il y a un petit peu de tout, hein. Dans les supporters d'Enix, vous êtes tellement nombreux qu'il y a à boire et à manger. Mais malgré tout, j'ai vu que par rapport à ses capacités, c'était quand même assez des efforts quand même assez disons critiquables la saison passée de ce côté-là du terrain. Peut-être que s'il se concentrait là-dessus, il serait bah, justement un peu moins critiquable dans l'ensemble. Alors qu'on salue Hugo LB qui arrive dans notre chat et nous dit Ben toujours aussi pertinent. Et bien voilà, c'est un petit compliment pour toi Ben que tu prendras. On a accueilli Demsa aussi qui rejoint le chat, un autre membre du Discord de Guillaume. Ben, bienvenue à toi, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous, avec tout le reste bien sûr. Et puis peut-être une dernière question pour finir cette preview, messieurs, à tous les deux, et je lancerai Ben en premier afin de tourner un petit peu. On l'a dit, une saison plutôt intéressante pour les Knicks, avec malgré tout un plafond assez visible, que ce soit en termes de création, de playmaking collectif, avec peut-être deux stars en porteur de balle qui mériteraient de pouvoir tabler sur une autre alternance de jeu. On parlait un petit peu du hub offensif autour de Julius Randle et de potentiellement un meilleur Julius Randle. Est-ce que finalement, après un premier tour aussi, où les Cavs ont été très critiquables dans le coaching, ou même certains joueurs notamment à l'intérieur, est-ce que finalement, quel est finalement l'enjeu de la saison? Est-ce que on peut imaginer réitérer ce niveau de jeu chez les Knicks? C'est quoi un petit peu vos espoirs d'amélioration et d'évolution du côté de la Big Apple? Et Ben, je te lance en premier. Bah, c'est vrai comme tu l'as dit et comme l'a répété, FD dans la preview, on a l'impression quand même que le plafond a été, atteint l'année passée. Tout s'est un peu bien passé, il n'y a pas eu de graves blessures. En playoff, on est tombé contre le très cataclysmique, Bickerstaff au premier tour. Enfin, tout s'est un peu bien aligné. Alors tant mieux pour nous, c'est vrai qu'on a besoin un peu de bonheur de temps en temps, on va pas cracher dessus. Mais, est-ce que cet effectif, peut t'amener plus haut que ce qui s'est passé l'année passée? Je suis pas sûr, parce que, bah, c'est vrai qu'offensivement, à part si, enfin je l'espère, hein, mais à part si, RJ Barrett, devient d'un coup efficace, si, Julius Randle se met à réfléchir un peu plus et si comment dire? Mitchell Robinson, peut prendre des mi-distances, c'est vrai que ça va être un peu la même chose que l'année passée et enfin
aussi bon soit Jalen Brunson, ça va être compliqué de faire mieux que, que l'année dernière. Donc voilà, donc alors après à voir s'il y a des mouvements, qui vont être faits pendant la saison. Parce que c'est vrai, on a dit que l'été a été calme, malgré tout, il y a quand même eu des rumeurs de trade, notamment avec Paul George. Heu, voilà, il y a des grosses stars qui vont peut-être bouger dans les prochains mois. Donc voilà qui pourraient peut-être intéresser, New York. Voilà, moi je pensais par exemple, vu la situation actuelle à Philadelphie, vu le bordel que ça a l'air d'être, peut-être que l'été prochain, Embiid aura envie, de voir ailleurs et peut-être que New York pourrait potentiellement se positionner dessus. Mais bon, c'est Je me dans demandais si tu on a réussirais à le placer. ouais, on a encore un an pour voir, mais déjà si on peut avoir, en termes de résultats, une saison, semblable à l'année passée, on ne crachera pas dessus, je pense. FD, qu'est-ce que t'en penses toi au niveau voilà, des espoirs justement des Knicks? Est-ce qu'effectivement le plafond est dépendant de cette venue d'un autre joueur, d'un trade ou ce genre de move d'off-season selon toi? Oui, oui, l'effectif actuel peut pas aller au bout. Et pour moi, il n'y a pas assez d'axes d'amélioration interne pour avoir un contender en l'état actuel des choses. Est-ce que ça doit passer par le retour de la frénésie du transfert et de la grosse star à New York? Je suis pas sûr d'être prêt. Voilà, j'aime bien l'aspect paisible et la continuité actuelle, mais voilà, on a tellement eu peu de succès sur les dernières années qu'en fait, bon, est-ce que c'est pas le temps de la modestie? Comme RJ Barrett, voilà, deuxième tour de playoff tous les ans, est-ce que c'est pas si bien aussi? Pas éternellement. Maintenant, voilà, pour moi, le gros enjeu de la saison prochaine, ça va être le signal qui sera envoyé par la prolongation ou non d'Emmanuel Quickley. À combien il sera prolongé? Puisque voilà, il peut prendre après le même contrat que RJ Barrett. Donc, je sais plus exactement, mais il peut prendre un bon contrat. Est-ce qu'il sera offert? Est-ce qu'on va lui offrir moins et il va accepter? C'est pour moi l'enjeu là, immédiat, avant de voir plus loin. FD qui, en bon fan du calme, etc., a bien sûr choisi les Knicks. Hein, c'était vraiment prédestiné comme choix. Guillaume vous demande si vous êtes chaud sur Jordan Poole, un joueur comme ça. J'aime beaucoup que ce soit disqualifié de manière aussi hautaine par Ben. C'est parfait. Je n'aurais pu espérer meilleure réponse, bien sûr. Donc, merci Ben pour avoir chopé ce alley-oop au vol comme il se devait. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette preview et pour ces Knicks, pour cette prochaine saison? Ben, est-ce que tu as quelque chose à redire avant de laisser la parole de fin, bien sûr, à FD, qui est, encore une fois, on le répète, le rédacteur de la preview, en l'occurrence cette année? Non, juste que c'est vrai qu'en tant que fan d'Enix, ça fait plaisir d'être un petit peu optimiste quand même, ça fait bien longtemps, donc on va pas cracher dessus. On sait qu'il y a pas mal de choses à améliorer ou des questions qui se posent, mais on va pas bouder notre plaisir de voir une équipe, à peu près compétitive, quand même cette année, quoi. On a enfin de l'espoir et des ambitions, donc c'est pas mal. Tu as bien raison, FD. Est-ce que tu rejoins ton collègue de la Knicks Nation? Totalement, totalement. Et puis le dernier message, c'est Evan. Merci beaucoup pour le record à 3 points sur une saison. Le travail est fait maintenant. Prépare les JO, mais pas à New York. Merci beaucoup, Evan. Je crains qu'il ne soit pas complètement maître de la situation dans ce cas-là et qu'il souhaite vraiment de tous ses voeux là, et de rejoindre tes souhaits à toi. Mais bon, c'est tout ce qu'on lui souhaite également. Donc tu fais bien de citer ce mot de la fin. Merci à tous les deux pour cette preview, messieurs.